La charrue avant les bœufs, un podcast proposé par Édouard Saury et Olivier Duchesne. Salut Olivier. Bonjour Édouard. Aujourd'hui, pour ce premier épisode de La charrue avant les bœufs, on va traiter des questions qui sont simples mais pourtant fondamentales, des questions qui sont indispensables pour raisonner aujourd'hui l'actualité, mais aussi pour regarder ce qui est derrière nous, des questions qui vont finalement précéder un peu toutes les autres, à savoir qu'est-ce que l'agriculture, qu'est-ce que l'agronomie, qu'est-ce qu'un agriculteur, est-ce qu'un agriculteur est agronome, un scientifique peut-il parler d'agriculture, et toutes ces questions-là. La charrue avant les bœufs. Je fais tout mon jardin sans produits chimiques aucun. Ils abandonneront un peu la monoculture d'aujourd'hui. L'agriculture en Europe, elle est essentiellement industrielle. Pétrole pour labourer, pétrole pour les produits chimiques. Plutôt que de chercher des réponses fermes et définitives à ces questions, voyons comment mettre sur la table de quoi nourrir la réflexion, construire les débats et toutes ces questions finalement d'actualité sur l'activité et le secteur agricole, sur ses praticiens, ses pratiquants, ses techniciens, ses conseillers, mais aussi ses marchands et ses scientifiques. Pour en parler aujourd'hui, nous allons recevoir deux invités, à commencer par monsieur Pierre Cornu. Donc Pierre, tu es professeur d'histoire contemporaine et d'histoire des sciences à l'Université Lumière Lyon 2, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien cela. Et membre du laboratoire d'études rurales de Lyon. Donc Pierre, bonjour, est-ce que tu peux te présenter rapidement avec nous ? Bonjour, alors je suis effectivement un historien universitaire de formation classique. Je viens du champ de l'histoire des mondes ruraux. Mes premiers travaux portaient sur les territoires de déprise du Massif central au 19e et 20e siècle. Et puis, au fur et à mesure de mes recherches, portant sur des territoires où le monde agricole était en crise, en difficulté, puis en déprise, je me suis rendu compte que ces territoires se peuplaient de conseillers, d'experts, de chercheurs, et que à partir de l'après-Seconde Guerre mondiale, un nouvel organisme, l'INRA, apparaissait dans le paysage et se mettait au chevet des territoires en difficulté. Et donc, il m'a semblé intéressant de glisser un petit peu d'un objet qui était essentiellement agricole au départ, vers un objet qui était plus agronomique, c'est-à-dire qui glissait vers ce que les sciences avaient à dire et à faire avec les mondes agricoles. Dans une phase qui était celle de la modernisation intensive de l'agriculture française, où les agronomes se posaient la question de savoir si on pouvait ou devait aider toutes les agricultures et comment il fallait les accompagner ou leur donner une norme sur les bonnes pratiques de la modernité agricole. C'est dans cette logique-là que j'ai rencontré l'INRA comme organisme actuel. Je l'ai rencontré par une première année en délégation que j'ai passée en 2010 dans ce qui était à l'époque le département Système agraire et développement, SAD, de l'INRA, qui était ouvert à une réflexion historique sur l'histoire des systèmes agraires et de la responsabilité des chercheurs dans leur évolution. Et puis, je me suis pris au jeu du dialogue entre l'historien, les agronomes, les zootechniciens, etc. Et voilà, je suis aujourd'hui, pour une seconde fois, en délégation dans le nouvel organisme qui s'appelle désormais INRAE, issu de la fusion de l'INRA et de l'IRSTEA, pour un programme de recherche partagé avec les communautés scientifiques de l'Institut, en posant la question justement de la place des sciences agronomiques dans les mondes agricoles et dans la vie sociale. Juste pour rappeler, pour les gens qui nous écoutent, l'INRA, c'est l'Institut national de la recherche agricole ou en agriculture agronomique. Alors, c'était, d'après les statuts fondateurs de 1946, l'Institut national de la recherche agronomique, à une époque où la France avait des écoles d'agriculture et des écoles d'agronomie, et où il y avait une hiérarchie entre les deux, une dignité différente, et où la distinction était très, très importante. Et donc aujourd'hui, INRAE, c'est pour ? C'est pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. D'accord, merci Pierre. Donc aujourd'hui, tu es accompagné, Pierre, de Jean-François Vian. Jean-François Vian, tu es enseignant-chercheur à l'ISARA, tu te définis comme un agronome des systèmes, si je ne me trompe pas non plus. Tu fais également de l'accompagnement, de la formation auprès des agriculteurs. Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu tes activités ? Oui, bonjour, merci. Donc oui, je suis enseignant-chercheur à l'ISARA et je développe aussi pour l'ISARA des activités de formation professionnelle et d'expertise, accompagnement, notamment de groupes d'agriculteurs, mais aussi de conseillers, conseillères pour différentes structures autour des questions justement de l'agronomie des systèmes. Mes travaux de recherche à côté portent
plus spécifiquement sur la gestion de la fertilité des sols, et notamment la gestion de la fertilité des sols en agriculture biologique. Donc j'interviens bien sûr en enseignement, ici, sur ces thématiques-là, autour de la fertilité des sols, de l'agronomie des systèmes, et aussi en formation, conseil, expertise à côté, où je forme des agricultrices, des agriculteurs dans différents territoires en France autour de ces questions, ou en tout cas on réfléchit ensemble autour de la gestion des systèmes, des systèmes donc, de culture, notamment dans différents territoires. Merci Jean-François. Pierre, tu nous disais tout à l'heure, pour commencer, que finalement en tant qu'historien et dans ton travail de documentation, il y avait de plus en plus de sollicitations aujourd'hui liées à une envie de comprendre. Qu'est-ce qu'on a envie de comprendre aujourd'hui en agriculture, en agronomie ? Pourquoi c'est important ? Ce qui fait que l'on sollicite les historiens aujourd'hui, c'est parce que justement le sens de l'histoire a perdu de son évidence. On a vécu dans l'après-Seconde Guerre mondiale dans l'idée que l'histoire était à sens unique, qu'elle allait de l'archaïsme vers la modernité, qu'elle allait de la pauvreté vers l'abondance, qu'elle allait de l'indigence vers la haute technicité, et qu'il y avait comme une voie de chemin de fer à suivre, avec des pays en avance, des pays en retard, des secteurs avancés, des secteurs à la traîne, et que donc le sens de l'histoire ne se discutait pas. C'était le progrès, la modernité. Et on est rentré dans une crise de plus en plus complexe depuis maintenant bien longtemps, depuis plusieurs décennies, les années 70, pour la grande crise industrielle et énergétique, mais qui a beaucoup impacté les mondes agricoles aussi. Et depuis cette période, on ne cesse de se poser la question de savoir si le progrès a encore un sens, si le développement est encore un mot légitime, et on a besoin de mettre en récit, de mettre en histoire ce qui s'est passé et le moment présent de crise systémique dans laquelle on se trouve aujourd'hui, crise du climat, crise de la biodiversité, et à la fois les communautés scientifiques et les mondes agricoles ne savent plus à quel sein se vouer et ont besoin de regarder plus largement que le temps présent, d'essayer de comprendre dans quel grand récit on se situe, et s'il ne faut pas prendre une transition, un virage, une rupture par rapport à ce qui semblait être le chemin naturel du progrès avec un P majuscule. Donc pour commencer, tu nous parlais au tout début de la naissance de l'agriculture avec des agriculteurs. Est-ce qu'on est agriculteur ou est-ce qu'on est paysan aujourd'hui ? Alors, ce sont les acteurs sociaux qui décident de la manière dont ils se dénomment. Pour l'historien, bien entendu, l'activité agricole est vieille comme les civilisations structurées et sédentaires de l'humanité, c'est-à-dire depuis le néolithique. Donc, on a une profondeur historique impressionnante à étudier quand on veut comprendre toute l'histoire des mondes agricoles. Mais, effectivement, la question sur comment qualifier ceux qui travaillent la terre et qui prennent soin des animaux d'élevage, cette question s'est complexifiée au XXe siècle, en posant la question de savoir s'il suffit d'être d'un territoire et de le travailler, d'y vivre pour être dans cette catégorie-là, s'il y a une professionnalité, s'il y a une compétence, s'il y a un métier, s'il y a une dignité sociale particulière. Et tout le XXe siècle a été traversé de conflits, de débats sur comment qualifier le travail de la terre et l'élevage des animaux. Et effectivement, les termes de cultivateur, d'agriculteur, d'exploitant agricole, puis d'autres thèmes, entrepreneurs de culture, puis réinvention du mot de paysan avec l'idée d'une dignité attachée à cet état, voilà, sont venus montrer qu'il n'y a plus d'évidence non plus sur ce que veut dire pratiquer cette activité-là. Jean-François, finalement, tous les agriculteurs que tu vas rencontrer sur le terrain, que ce soit sur du conseil, de l'accompagnement, de la formation, est-ce que c'est des gens qui sont fiers de leur métier ? Est-ce que c'est des paysans, des agriculteurs, des exploitants agricoles ? Alors, c'est sûrement un peu tout ça. J'ai un peu de tout ça, effectivement. J'ai des profils qui se revendiquent en tant que paysans et qui revendiquent effectivement une appartenance forte à leur territoire. Et après, j'ai aussi une majorité qui souhaitent mettre en avant les difficultés qu'ils ont notamment à vivre aujourd'hui de leur métier et qui sont du coup en attente d'une reconnaissance effectivement sociale mais aussi économique de leur activité. Et c'est en ça qu'ils se revendiquent en tant qu'agriculteurs, voire certains exploitants agricoles, par rapport donc à
ce besoin, cette nécessité donc de gagner leur vie avec leur métier. Et ils en sont toutes et tous fiers aujourd'hui, bien que ils se questionnent par rapport au regard aujourd'hui que les consommateurs et la société, on va dire en général, peut porter aujourd'hui sur leurs activités. Et ils se sentent trop montrés du doigt aujourd'hui par rapport à ce qu'ils font et à l'agriculture qu'ils ont développée dans les territoires, en tout cas pour certains et même pour beaucoup. Et donc, quel est ton rôle quand tu travailles avec eux ? Alors, mon rôle, quand je travaille avec eux, c'est avant tout de comprendre leurs problématiques, quel type, quelle forme d'agriculture ils ont, et on s'interroge ensemble sur les différentes formes, les différentes voies techniques, les différents systèmes techniques qu'on peut mettre en œuvre dans un territoire, dans un contexte social, économique, géographique, pour arriver à des systèmes qui réduisent, en tout cas, j'espère, une part donc des intrants extérieurs aux exploitations. Donc je les interroge en fait beaucoup et j'essaye de les amener à se questionner eux-mêmes sur leur propre système en leur amenant des connaissances qui sont que l'on a aujourd'hui sur le fonctionnement biologique, écologique, physique de leur système de culture. Donc j'essaye de les amener à se questionner et de leur montrer des savoirs, un tant soit peu génériques, que l'on a sur l'impact ou la façon, les résultats que l'on peut avoir avec différents types de systèmes que l'on peut développer. Du coup, tu parles beaucoup de territoire dans ta manière de définir tes relations dans ton travail avec les agriculteurs. Est-ce que tous les deux vous vous accordez finalement sur le fait que l'agriculture, c'est quelque chose qui est très territorial et chaque territoire, chaque région a une agriculture qui finalement n'est pas forcément la même, ou au contraire, c'est plutôt homogène ? Alors, historiquement parlant, peut-être, enfin Pierre en parlera mieux que moi, je pense qu'après la Seconde Guerre, enfin peut-être même avant, mais après la Seconde Guerre mondiale, en tout cas, on a assisté à une spécialisation des territoires et par exemple à une déconnexion entre les zones de culture, les zones d'élevage. Et pour moi, on a perdu un contact, un sens du territoire, où en intensifiant les systèmes de production, avec des intrants à l'époque chimiques peu chers, efficaces, on a découplé finalement la production de son contexte et des potentialités offertes par les différents territoires, où l'intensification, la chimie a gommé effectivement des spécificités territoriales. Et aujourd'hui, il me semble que de plus en plus d'agricultrices et d'agriculteurs sont en recherche de se reconnecter à leur territoire et de reprendre en compte ces spécificités. Alors ça peut être au niveau technique, mais bien au-delà de l'aspect technique, voire même alimentaire et de développement d'un territoire dans son sens plus global. Pierre, le rôle du territoire dans l'agriculture, c'est... Je crois qu'il faut rappeler que le sens qu'on donne au mot territoire, aujourd'hui, est un sens très récent, est un sens qui est très fortement connoté politiquement. En termes d'analyse géohistorique, l'agriculture, c'est par excellence l'activité humaine qui crée une relation dense avec l'espace et ses ressources. La création, l'invention de l'agriculture et de l'élevage au néolithique, c'est le développement de la vie sédentaire par la mise en valeur de l'espace, des ressources végétales et animales de l'espace. Et donc, l'agriculture a une relation dense, nécessaire, avec l'espace. Cette relation, elle passait aux époques historiques anciennes par la logique du finage, c'est-à-dire d'une communauté humaine installée sur un espace donné qu'elle mettait en valeur par des spéculations animales et végétales. Bien, on a glissé au cours du temps avec l'idée que, avec l'affirmation du principe de propriété, les différents exploitants avaient leur propre exploitation, soit en propriété, soit en fermage ou avec d'autres modes de faire valoir, que donc on a en quelque sorte
laisser de côté la logique collective pour développer des conceptions individuelles du rapport à l'espace cultivé, mais que néanmoins les solidarités nécessaires sur les jachères, sur les rotations, sur les gros travaux de l'été nécessitaient de la mise en commun, donc nécessitaient de penser la cohérence de l'espace cultivé autour de chaque communauté agraire. Et puis, l'idée que finalement, chaque spéculation devait se coordonner avec un marché, avec le développement des villes, du commerce à toutes les échelles, à la fois pour nourrir la petite ville voisine, pour nourrir Paris, pour nourrir les colonies à l'époque des empires coloniaux. Tout cela a fait qu'on a développé des filières dans lesquelles chaque production était liée davantage à ceux qui fournissaient des machines, des semences, des intrants, et à l'aval qui achetait, conditionnait, transformait et vendait les produits. Et donc, on a pu effectivement faire éclater le cadre spatial de l'activité agricole pour penser une juxtaposition de production, alors soit dans des régions spécialisées de monoculture, comme la Picardie pour les grandes cultures, soit le bas Languedoc pour la spéculation vitivinicole, mais on avait des régions également d'agriculture, de polyculture, qui étaient quand même insérées dans des filières, où dans le sud-ouest, il y a la filière canard, la filière produits sous label, etc. Bref, donc on peut avoir des paysages complexes, mais où les acteurs agricoles ne font pas territoire, et on peut avoir des territoires de monoculture très industrialisés où il y a une forte cohésion entre les mondes agricoles. Il ne faut pas imaginer que c'est nécessairement les formes plus traditionnelles, paysannes, qui sont plus en cohésion. Et là où on s'est remis à parler de territoire, c'est quand les agriculteurs sont devenus minoritaires en termes de voix dans les conseils municipaux. Pendant les années de la haute croissance, de l'urbanisation et puis du déclin du nombre d'exploitants agricoles en France, dans les années 50, 60, 70 encore, les agriculteurs devenant minoritaires se sont posé la question de leur place dans les communautés d'habitants du monde rural. Et on a vu effectivement des stratégies divergentes suivant les régions, des stratégies où les agriculteurs ont dit « Bon, on est les derniers d'habitants du lieu, vous avez des plaines de grandes cultures où il n'y a plus de vie de village. » Donc, ce sont des grandes fermes isolées où il y a une vie familiale, mais il n'y a pas de vie collective. Inversement, il y a des territoires ruraux vivants, avec des habitants de toutes sortes de fonctions, mais il reste 2-3 agriculteurs qui ne sont parfois même plus représentés au conseil municipal. Et puis, la question s'est posée, qu'est-ce qui fait territoire? Qu'est-ce qui fait vie commune? Et est-ce que les agriculteurs sont des parias, des acteurs incontournables ou des acteurs parmi d'autres de la vie du territoire? Et donc, aujourd'hui, la question territoriale, c'est plus la question du vivre ensemble, de la cohabitation, de la compréhension mutuelle des activités des uns et des autres, qui vient effectivement de toutes ces strates du passé, dans lesquelles l'agriculture est passée par des phases où, depuis le village autocentré jusqu'aux grandes filières agro-industrielles, on a complètement changé de modèle, et retomber sur ses pieds sur des logiques territoriales, ça ne se fait pas facilement. Et justement, au début de ton parcours, tu nous parlais de tes études sur les territoires de déprise agricole. Qu'est-ce qui a pu déterminer dans des territoires particuliers ce recul de l'activité agricole? L'agriculture n'a jamais été purement une activité vivrière autocentrée. Il existe des marchés pour des productions agricoles depuis très très longtemps. Et l'agriculture, même si elle implique des solidarités, est aussi une activité concurrentielle, ouverte sur le marché, qui a des enjeux de productivité, de compétitivité, d'intrants, de prix, etc. Et ça ne date pas simplement des 30 Glorieux, cette affaire-là. Et donc, le fait que, par exemple, le chemin de fer se soit développé au milieu du 19e siècle en France, a fait que certaines régions qui avaient une production céréalière nourricière ont perdu la raison d'être de cette production qui était de sécurité alimentaire, tout simplement, parce que les blés arrivant des grandes plaines de culture arrivaient à un prix dérisoire par le chemin de fer, et donc il devenait inutile de cultiver du seigle sur les hauts plateaux du Massif central. Le problème, c'est que dans certaines régions agraires, des productions qui étaient condamnées par la montée en puissance de la compétition pour les productions n'ont pas été remplacées par d'autres. Et donc, on a eu des conversions en forêt, voire tout simplement un enfrichement du paysage et une désaffection
des systèmes agraires dans certaines régions. Mais ce qui faisait la spécificité des territoires que j'étudiais, c'était effectivement l'idée que plus on modernisait l'agriculture, plus l'homme se donnait des moyens techniques de vaincre la pente, le froid, de développer de nouvelles semences, etc. Et moins ces territoires y arrivaient. Et c'était mon étude a démontré qu'il y avait une véritable souffrance sociale collective dans les mondes agricoles des moyennes montagnes françaises parce que la modernité et toutes ses promesses aboutissaient à une liquidation de leur cadre de vie. Et ça a créé cette immense nostalgie des sociétés paysannes, cette mise en musée de certains territoires, cette transformation de ce qui était effectivement des systèmes agraires vivants et complexes en éléments patrimoniaux, voire muséaux, sous forme de parcs, etc., ou de mise sous cloche de certaines productions. Donc une modernité qui ne tient pas toutes ses promesses. Est-ce qu'on peut s'accorder sur le fait que quand même l'agriculture dite moderne, elle a rempli un rôle, elle a permis à l'agriculture d'évoluer? Est-ce qu'elle produit aujourd'hui? Est-ce qu'on est satisfait finalement de la production qui a abouti de cette agriculture dite moderne? Qu'est-ce que c'est? Elle a rempli le rôle qu'on lui a assigné. En tout cas, elle a permis de développer, enfin de nourrir déjà la population française, européenne, d'avoir des surplus, d'avoir une agriculture exportatrice aujourd'hui sur les marchés. C'était bien le rôle qui lui a été assigné, avec toute la structuration du monde agricole qui s'est faite autour de cet objectif. Donc, si on regarde cette sortie-là, à mon sens, oui. D'un point de vue très autocentré, français et européen, on a réussi effectivement ce pari, ça c'est sûr. Après, si on commence à assigner d'autres objectifs à l'agriculture, et où alors on regarde en fait les externalités dites négatives des systèmes agricoles tels qu'ils ont été... Une externalité, c'est la conséquence de... C'est la conséquence effectivement de l'activité agricole. Par exemple, les algues vertes en Bretagne. Par exemple, Edouard, ça peut être ça. Oui. Donc oui, ça peut être effectivement. Donc si on regarde, pour dire les choses simplement, par exemple l'impact environnemental sur les ressources, sur la qualité de l'eau, sur la fertilité des sols, sur la biodiversité cultivée et non cultivée d'ailleurs, les systèmes agricoles qui ont été donc poussés après la Seconde Guerre mondiale, là effectivement, si on regarde ces objectifs-là, c'est pas une réussite, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là aujourd'hui, on est effectivement encore une fois à la croisée des chemins, j'ai envie de dire. Mais oui. Effectivement, ce que tu évoquais tout à l'heure chez les agriculteurs, d'une demande de réfléchir, de comprendre son système. Pierre, tu as évoqué sur le progrès un besoin de rupture, éventuellement une transition. Est-ce que c'est rapport à cette modernité-là, l'évolution qui est recherchée aujourd'hui? Est-ce qu'on re-questionne tout ce qui a été fait ou est-ce qu'on part de ce qui a été fait? Alors, je ne pense pas qu'on re-questionne tout. En tout cas, les personnes avec qui je travaille ont un besoin de comprendre certains processus écologiques. Et ils ont besoin, ils aimeraient beaucoup plus travailler avec la biodiversité et s'appuyer en fait sur les processus naturels et écologiques dans un agroécosystème pour justement pouvoir se défaire de trop d'intrants, que ce soit des intrants de fertilisants, de pesticides, etc. Et donc, ils ont un vrai besoin de comprendre. Un intrant sur une exploitation agricole, c'est tout ce que tu vas ramener, c'est ça, sur l'exploitation pour assurer la production? Oui, alors, quand on dit intrant, souvent, on va penser aux pesticides, on va penser aux engrais, mais ça peut être aussi le travail, de la mécanisation, enfin de la main-d'œuvre, de la mécanisation, etc. Et donc, ils cherchent aujourd'hui, ils se questionnent sur comment mobiliser les processus écologiques pour essayer de gagner en autonomie par rapport à l'achat d'intrants extérieurs à la ferme. Et souvent, les personnes que je rencontre se posent des questions autour de réduire les intrants, essentiellement engrais et pesticides. Et travail du sol aussi, qui est une question d'actualité. Donc c'est ce sens de question. Ils ont ces questions-là aujourd'hui et comment reconstruire ou construire ou consolider des systèmes qui permettent de valoriser ces services rendus gratuitement par le fonctionnement d'un écosystème. Et donc, j'essaye modestement de les amener à réfléchir sur ces questions-là
de leur apporter ce que l'on connaît aujourd'hui sur ces processus, et on est loin de tout connaître et de tout comprendre, et de voir comment avec eux, dans leur contexte socio-technique, avec leur cadre de contraintes, ils peuvent mettre en place certaines pratiques, certains systèmes, avec leurs avantages et leurs limites aussi, bien sûr. Et Pierre, du coup, ce questionnement, enfin en tout cas ces nouvelles questions de vouloir sortir d'une forme de norme peut-être, qui par le passé avait fait ses preuves, mais maintenant en plus elle est retournée à un contexte local, est-ce que c'est des questionnements qui ont toujours été là, ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau ? Je suis frappé en tant qu'historien, en tant que formateur d'étudiants, à la fois en histoire et dans des diplômes spécialisés en développement rural, de voir que la question qui revient toujours, que l'on m'adresse systématiquement, c'est à quelle époque bénie faudrait-il revenir pour effacer les dégâts du productivisme, de la modernité, de la technique ? C'est-à-dire qu'il y a une nostalgie, une mythologie d'un passé qui n'a jamais existé, dans lequel les sociétés humaines et les mondes agricoles auraient eu une relation équilibrée, saine et sage avec la nature. Et je crois qu'il faut revenir sur ce point, sur le fait que le monde agricole est devenu une toute petite minorité de la population active, que les agronomes sont une discipline à la marge des biosciences, pas très populaire, pas très connue. On n'étudie pas l'agronomie au collège et au lycée. Donc, je dirais que les agriculteurs et les agronomes, dans leur tête-à-tête de petites spécialités scientifiques et de petits mondes économiques, sont bien convaincus de ce que l'histoire ne marche que dans un sens. C'est-à-dire que on ne peut pas revenir à un état du sol, à un état du cheptel, à un état des semences antérieurs. Il faut faire avec les hommes, les plantes, les animaux, les sols que l'on a aujourd'hui. Et donc on ne peut que, je réutilise ce mot, construire des transitions, modifier des pratiques. Ça peut passer effectivement par la diminution des intrants, mais la difficulté, c'est que effectivement, on a aujourd'hui un état sanitaire des sols, un état de vulnérabilité des animaux d'élevage, un état de fragilité des semences des grandes cultures, qui font qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, se passer de certains adjuvants des systèmes de culture. Et il est très difficile de faire comprendre au grand public, en dehors de slogans faciles dans le débat public, que on a besoin d'assurer la continuité de la production. Je dirais que moi, ce qui me fascine comme historien de la question agricole, c'est que ce qui fait que nous sommes là pour en parler autour de ces micros aujourd'hui, c'est que les systèmes agraires n'ont jamais dysfonctionné au point de créer une famine sur 2-3 ans qui ferait que l'humanité serait plus là. C'est-à-dire que vous avez des millénaires entiers durant lesquels il y a eu une agriculture sans agronome, parce que l'agronomie est une science toute jeune, qui se cherche encore. Qu'est-ce que c'est l'agronomie, Pierre ? C'est quoi ? C'est les gens extérieurs qui viennent pour expliquer aux agriculteurs comment faire, qui ont accompagné la modernisation ? Est-ce que tu peux nous expliquer l'agronomie pour toi ? Alors, d'abord pour moi, l'agronomie est une pratique scientifique appliquée. C'est une science, c'est une bioscience appliquée qui a une histoire qui remonte au siècle des Lumières, dans laquelle il y a une philosophie générale, un air du temps qui est de dire que si l'homme se prend par la main, raisonne, observe la nature, il va pouvoir améliorer son propre sort en demandant davantage de la nature, en rationalisant son commerce avec la nature, et que l'agronomie a été l'un des tout premiers domaines dans lesquels on a appliqué la philosophie des Lumières. Ça a été tout le travail sur la sélection du cheptel ovin. Comment on peut obtenir une laine plus belle, plus fine, plus abondante, en allant chercher des mérinos en Espagne, en apprenant à les croiser. Comment on va gérer la fumure sur les terres de grande culture du bassin parisien. Donc il y a eu un esprit expérimental d'amélioration des ressources dans la nature qui nous vient des siècles de Lumière. La Révolution, puis la période de l'Empire a créé les premières écoles, le modèle de l'ingénieur qui va utiliser le savoir fondamental pour l'appliquer dans le réel. Et en France, en tout cas, cette dynamique-là a créé une discipline spécialisée, l'agronomie, qui a vu créer des écoles, qui a vu créer des premières promotions, qui ont cherché à se dire qu'est-ce qu'un savant a de plus qu'un agriculteur pour bien cultiver la terre ou bien élever des animaux. Et ça n'a pas été facile du tout.
que l'agronomie fasse la preuve de ce qu'elle avait une valeur ajoutée par rapport au monde agricole. Et pendant très longtemps, les mondes agricoles ont regardé avec suspicion les agronomes qui voulaient leur apprendre ce qu'ils faisaient très bien tous les jours. Et il a fallu que l'agronomie aille chercher dans la boîte à outils de la chimie, dans les années 1830-1840, autour de Justus von Liebig, les clés, la compréhension de ce qui faisait le passage des nutriments du sol vers les plantes. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, avant Liebig, on pouvait croire qu'une plante se nourrissait directement de l'humus, par exemple. C'est ça. C'est à ce moment-là on ne savait pas tout simplement ce qui faisait la croissance des plantes. Il y avait des observations empiriques, effectivement, au siècle des Lumières. Qu'on savait reproduire. Par exemple, effectivement, sur il faut rebailler au sol ce qui lui a été exporté. C'est une idée du XVIIe, je crois, effectivement. Et on a redécouvert ça des siècles après, je crois. Ce qui veut dire que, dans l'histoire, l'agronome a réussi à prouver la supériorité de son savoir en niant la spécificité du champ cultivé. C'est-à-dire que l'agronome a dû se faire chimiste pendant un bon siècle pour nier être simplement un super agriculteur. Je crois qu'on traîne encore cette réputation aujourd'hui. C'est pas impossible du tout. Et que donc, voilà, l'agronome qui faisait des grands complexes d'infériorité dans la grande famille des sciences, il a voulu prouver qu'il était un vrai scientifique. Et il était plus important pour lui de prouver sa scientificité que de prouver son amitié avec l'agriculteur. À une époque où l'essentiel du monde agricole n'avait pas accès à la culture écrite, ne parlait pas français, pas la langue académique, et donc de toute façon, le lien était très difficile. Les premiers agronomes ne parlaient qu'avec les grands propriétaires. Ils étaient souvent eux-mêmes de la famille des grands propriétaires. L'idée, c'était d'exploiter les grands domaines, de rationaliser la culture dans les grands domaines. Et donc, atteindre le monde de ce qui était la paysannerie du 19e siècle, ça a été l'œuvre de longue haleine de la Troisième République. Quand on a formé des élèves des écoles d'agronomie à devenir des professeurs départementaux d'agriculture, quand on a fait des fermes modèles, quand on a commencé à aller faire des formations itinérantes, à donner des cours de pratiques agricoles, depuis l'école primaire jusqu'aux cours complémentaires, etc. Donc voilà, il y a toute une lignée d'agronomes qui ont construit le dialogue avec le monde agricole, et un monde agricole qui a été demandeur de formation, de savoir, de technicité, de compréhension des mécanismes pour produire cette relation qui a atteint son âge d'or, effectivement, avec la création de l'INRA, dans lequel l'INRA était vraiment l'organisme de recherche sous tutelle du ministère de l'Agriculture. C'était pas l'enseignement supérieur à la recherche, c'était l'agriculture qui missionnait des ingénieurs pour faire de la recherche utile au monde agricole. Ça, c'est en quelle année 1946, l'INRA est créée sur un modèle qui est... le slogan de l'INRA de cette époque-là, c'est « recherche et expérimentation ». On fait de la recherche pour l'expérimentation, d'abord en serre, puis en placette, puis en plein champ, et ensuite on transfère. C'était l'idée que la recherche publique prend les risques, on va essayer des semences qui peuvent ne pas marcher, on va essayer des produits qui peuvent s'avérer catastrophiques, et quand on sera sûr que ça marche, on va transférer au monde agricole. Et là, on avait un dialogue qui était possible entre des agronomes qui étaient entièrement dévolus à la modernisation agricole et un monde agricole qui était en grande demande de technicité, de modernité, de solutions aux besoins d'intensification avec la baisse de la main-d'œuvre et la demande urbaine. Jean-François, agronome des systèmes, exactement, qu'est-ce que c'est ? Tu es un agronome particulier au milieu des agronomes ou... Non, je crois pas. Un agronome des systèmes, qu'est-ce que c'est ? Une question compliquée. C'est finalement quelque chose, j'imagine, que tu décris souvent avec tes étudiants sur la manière que tu as de faire de l'agronomie. Qu'est-ce que ça veut dire de faire de l'agronomie des systèmes ? On va s'intéresser finalement aux résultats donnés par le système sans forcément ouvrir toutes les boîtes et toutes les composantes et les processus qui composent ce système. Tu n'es pas le chimiste dont parlait Pierre tout à l'heure. Non, je ne suis pas le chimiste. On traîne encore largement cette réputation. Et on traîne aussi des fois, enfin en tout cas, quand on fait de l'agronomie des systèmes, des incompréhensions aussi, parce qu'on attend de nous parfois des recettes techniques que je ne suis pas en mesure, en tout cas personnellement, d'apporter.
dans tous les cas. Donc un agronome de système, il va s'intéresser à la résultante du fonctionnement ou aux résultantes des fonctionnements d'un système. Et un agronome des systèmes aussi cherche à comprendre ce fonctionnement global, on va dire, dans et pour l'action. Pour en tout cas aider des agricultrices, des agriculteurs sur la mise en place de systèmes. Aujourd'hui, on dit de systèmes multiperformants, etc. Voilà, on ne s'intéresse plus qu'à la seule production. Voilà, donc c'est ça en fait, hein, finalement, l'agronomie des systèmes. C'est une discipline qui va intégrer beaucoup de champs disciplinaires. Tu en as déjà parlé, hein, Pierre. On va faire des statistiques. On peut faire appel à de l'écologie microbienne au niveau de la rhizosphère, en passant par de la géographie, une approche aussi un peu sociale pour comprendre un contexte de production, le contexte d'une ferme, pour orienter l'action dans un contexte déterminé. Donc en fait, on a besoin de mobiliser différentes disciplines. Mais je ne suis pas ni écologue microbien du sol, ni chimiste du sol, ni physicien du sol pour comprendre l'architecture racinaire dans un sol. J'en suis bien incapable. Il y a plein de consoeurs et de confrères qui font ça très bien au laboratoire. Donc je ne suis pas un expert de toutes ces disciplines, mais j'essaye, en tout cas modestement, de combiner ces différentes approches pour une science qui est tournée vers l'action. Voilà. C'est un peu la définition, en tout cas, que j'en aurais. D'accord. Et Pierre, par exemple, tu parlais de l'INRA tout à l'heure, il me semble que tu as pu, ou avec tes co-auteurs, qualifier de vaisseau amiral de l'agronomie en France. Dans le livre que vous avez publié, il n'y a pas si longtemps que ça, l'INRA entre science et politique, tu dis que c'est l'histoire totale d'un organisme ayant été confronté en 3/4 de siècle d'existence à tous les sauts qualitatifs des sciences dans la maîtrise du vivant. Qu'est-ce que c'est tous ces sauts qualitatifs pour l'agronomie ? Alors, d'abord, il est important de préciser que l'agronomie, c'est un terme qui est très ambivalent en ce sens qu'il y a une discipline qu'on appelle l'agronomie, hein, c'est l'agronomie stricto sensu, qui est effectivement la science de la conduite des cultures. Et puis, il y a les sciences agronomiques, ou l'agronomie au sens large, qui est toutes les sciences qui concourent à appuyer la production agricole. Et l'INRA est dans cette ambiguïté depuis sa création en 1946. Je crois qu'il est important de rappeler que quand l'INRA est créée, dans le contexte de l'après-guerre, dans le contexte d'un pays qui est touché par la pénurie, par le rationnement alimentaire, par des générations d'enfants qui sont carencés, la mission de l'INRA, c'est produire, produire, produire. C'est appuyer la relance de la production nationale. Or, cette relance, elle se fait très peu avec l'agronomie comme métier de la recherche. Les gros bataillons de l'INRA, on l'a oublié aujourd'hui, c'est l'amélioration des plantes et la génétique animale. C'est-à-dire, c'est travailler sur le potentiel de productivité des plantes et des animaux, l'agronome n'étant là que pour mettre en musique comment on va bien cultiver les nouvelles semences, comment on va bien conduire les cultures, et comment il faut coordonner le dialogue avec l'agriculteur sur ces nouveaux systèmes qui impliquent les maïs, fourrages qu'on va commencer à cultiver, etc., etc. Et donc, l'agronome, c'est à la fois le maillon indispensable, mais scientifiquement très fragile du dispositif de l'INRA de cette période-là. Or, l'agronome, c'est l'acteur du monde de la recherche qui est sur l'interface entre la recherche dite fondamentale et le monde des praticiens. Et que voient les agronomes au fil du temps, des années 50-60 ? Ils voient que l'agriculture se simplifie à outrance, qu'elle devient la mobilisation d'une simple superficie rectangulaire dans laquelle il y a des inputs qui produisent des outputs, et on fait un calcul entre ce que coûtent les inputs et ce que rapportent les outputs. Et que si on va au bout de la logique, il n'y aura plus de différence entre une parcelle de culture et une chaîne de montage industriel. Et qu'on pourra remplacer l'agronome soit par un contremaître, soit par un ingénieur industriel. Et les agronomes, ils commencent à s'inquiéter tout simplement pour leur beefsteak dans les années 60. C'est-à-dire que leur métier, il est menacé de disparition
Et quand les agronomes se rendent compte qu'on leur demande simplement comment on peut maintenir la productivité de la betterave, comment on peut maintenir le rendement de la vigne, d'être juste l'expert ad hoc sur un segment de la production agricole, et qu'ils seront bien mieux remplacés par des agents du système industriel, du fournisseur d'intrants, et bien là, les agronomes de la recherche publique, de l'enseignement public, ils vont se poser la question, où est-ce qu'on va comme ça ? Nous-mêmes en tant que métier, mais aussi les systèmes agricoles. Quand on va passer à l'échelon supérieur de la compétition industrielle, est-ce que l'exploitation familiale va encore pouvoir subsister ? Est-ce que les sols vont tenir longtemps ? Et là, il y a des craquements qui apparaissent. Il y a des gens comme Stéphane Hénin dans les années 60 qui disent « Attention, l'agronomie, intelligemment comprise, doit être une écologie de la parcelle cultivée. » Tout à fait, c'est la première définition 1967. Tout à fait, de l'écologie du champ cultivé. Ces élèves, qui vont être les pionniers de l'agronomie système, vont commencer à se dire « Il faut sortir du piège des filières et des productions spécialisées. On va essayer de penser une agronomie non sectorielle. » Il y a un petit groupe d'agronomes autour de Raymond Gras, Stéphane Hénin, Michel Sébillotte à l'Agro de Paris, qui vont se dire personne ne peut tenir sur une seule production et mettre tous ses œufs dans le panier de la production de fécule, de sucre, etc. Et on va expliquer que si on ne maintient pas un peu de diversité dans les systèmes de culture, si on ne réfléchit pas au-delà de la campagne de culture sur 10 ans la vie des sols, eh bien, on va au désastre. Et ces agronomes-là, au départ, ils étaient des dissidents de la recherche publique. Ils étaient en difficulté avec les départements de recherche de l'INRA. Et simplement, ils ont réussi à trouver une discussion avec des agriculteurs qui étaient conscients, eux aussi, de ces problèmes, y compris en grande culture. Aujourd'hui, il devient impossible de défendre le modèle de la grande culture comme étant chargé de tous les maux, mais il y avait dans cette charnière des années 60-70, une intelligence partagée des limites de la grande culture, y compris chez les grands exploitants, qui faisait qu'un dialogue avec la recherche était possible sur des voies alternatives. Et c'est là qu'effectivement, on se pose la question d'aborder la totalité du système, sol, plantes, climat, acteurs sociaux, marché. Et qu'on commence à penser en termes écologiques, c'est beaucoup dire pour l'époque, mais en tout cas en termes systémiques, les systèmes de culture. Et va se développer, va se structurer comme méthode un dialogue pérenne entre des chercheurs, des agriculteurs, qui vont se structurer autour de quelques domaines de l'INRA, où on va faire des expérimentations de longue durée sur les zones humides, sur des systèmes particuliers, et qui vont petit à petit sortir de cette clandestinité ou de cette hétérodoxie, et au moment où la société est demandeuse de qualité, de durabilité, de qualité gustative aussi des produits, eh bien, l'agronomie système va être pertinente pour apporter des réponses cohérentes au système d'exploitation. C'est bien la fragilisation, effectivement, des systèmes agraires qui a aussi entraîné ce questionnement et une sensibilité accrue aux ravageurs, aux maladies, dans ces systèmes assez simplifiés. Qui a donné naissance à ce courant de l'agronomie, et à une école assez française finalement, cette agronomie des systèmes, où on doit s'intéresser à toutes les boîtes parce qu'on est sur un lieu d'action avec des prises de décision humaines, et donc il y a bien d'autres facteurs que la technique et les intrants qui rentrent en jeu dans cette discipline-là pour arriver justement à mettre tout ça en musique. Je trouve que c'est une belle expression, effectivement, voilà, par rapport à ça. Et aujourd'hui, l'agronomie des systèmes, est-ce que c'est la norme ? Ou alors il existe encore des agronomes un peu plus à l'ancienne qui cherchent à imposer des recettes ou à proposer ? Ou est-ce que les agriculteurs fuient un peu ça ? Ou est-ce qu'il y a encore des agriculteurs qui sont demandeurs, ou tous sont demandeurs d'une agronomie des systèmes ? Alors, c'est très ambivalent. C'est très ambivalent. Je crois que en fait, le conseil agronomique en tant que tel, aujourd'hui, est encore basé sur une approche assez sectorielle. J'ai souvent l'habitude de dire par simplification, on rencontre un problème, on va avoir une solution et on essaye d'optimiser cette solution, de gagner en efficience, par exemple, pour pouvoir résoudre ce problème-là. L'approche systémique, elle est bien plus complexe parce qu'il va pas y avoir, on va pas donner
une recette, une application universelle qui peut être appliquée partout. Et donc, les agricultrices, les agriculteurs en ont conscience de cette difficulté-là. Mais en même temps, quand moi je vais les voir sur le terrain, on discute, c'est passionnant, on évoque plein de voies possibles, mais il y a encore cette habitude où on finit par me demander, mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Qu'est-ce qui marche? Et c'est là un peu toute l'ambivalence. Il y a un réel besoin, une réelle envie d'aller vers des approches dites système, mais encore le conseil est aujourd'hui structuré sur un conseil très précis sur des points techniques du système, sans remettre en cause un fonctionnement global, le choix des assolements, des rotations, l'accès, la structuration des filières pousse aussi à ça, effectivement. Mais les praticiens aussi sont parfois frustrés quand on se contente, quand on raisonne à l'échelle système avec eux et ils nous disent mais finalement je dois faire quoi? Et c'est là un petit peu la difficulté de l'exercice. En tout cas pour moi c'est parfois un peu difficile. Ils me mettent dans des positions difficiles où il faudrait que j'arrive à leur donner un modèle qui marche bien chez eux et qui pourrait appliquer, chez eux, souvent il y a plusieurs personnes autour, un modèle qui pourrait appliquer sur leur ferme. Ce que beaucoup aujourd'hui font, et donnent des recettes toutes faites. Mais voilà. Je crois que par-delà le changement des mots-clés, des modes, le monde agricole fait l'objet d'une pression permanente de l'englobant de la société qui lui envoie des injonctions qui peuvent se contredire d'une époque à l'autre, parce que voilà, quand on pense par exemple à l'histoire de la qualité alimentaire, à quel point on a normé les productions, alors c'est plutôt les productions du secteur lait-viande, dans les années 50-60 pour que la qualité sanitaire soit irréprochable. À une époque où on considérait que la qualité sanitaire c'était d'éliminer dans la logique pasteurienne les GM, les microbes, etc. Et qu'ensuite on a basculé vers la qualité en termes de goût, de typicité, de rapport au terroir, d'imaginaire, et qu'aujourd'hui, la qualité, elle doit être liée à des vertus environnementales, à des aménités complémentaires, etc. C'est-à-dire que quand les systèmes de production s'engagent dans des choix lourds en termes d'investissement, d'apprentissage, de dépendance au sentier dans les modèles, et que la demande sociale ou politique peut changer tous les 10 ans, on a des difficultés. Et l'agronome, il est quelque part toujours écartelé entre ce que l'agriculteur veut faire, sait faire, peut faire, et ce que c'est la société, les politiques publiques, l'Union européenne lui demande. Et je pense que sur l'entrée système, l'ambiguïté profonde, c'est que une bonne partie des agriculteurs peuvent se dire avec raison qu'ils n'ont pas besoin d'une approche système, que pour dégager un revenu pendant le temps de leur vie active, ils peuvent se passer d'une approche système. C'est-à-dire que c'est la société qui demande une prise en compte de la biodiversité, de la qualité de l'eau, de la qualité de l'alimentation, de la santé des agriculteurs aussi, parce que ça fait partie du panier, et que l'approche système, c'est une prise de conscience collective de ce que, quand on intervient sur le végétal et l'animal, il y a des effets systémiques en retour. Et comme par hasard, c'est à la profession dont le travail est le moins bien rémunéré de se coltiner cette exigence collective. Et l'agronome, il est l'agent qui porte cette exigence collective auprès des agriculteurs. Donc c'est normal qu'on lui dise « c'est très intéressant votre approche système, mais est-ce que vous avez une solution pour que mon revenu cesse de chuter ?» Bon, et on est dans cette difficulté-là. On en revient à la définition de l'agriculteur au départ, du métier, qui doit dégager un revenu. Et sans cesse, on est toujours un petit peu entre ces deux. Et aujourd'hui, quand on regarde les systèmes agricoles en général tels qu'ils sont construits aujourd'hui, finalement, ils sont très cohérents avec ce que leur offre l'amont, comment c'est structuré, et l'aval, et les filières de commercialisation, etc. Et le conseil, il est construit. Bref, les pratiques qu'ils développent aujourd'hui sont très cohérentes avec tout ce que l'on leur demande. Mais aujourd'hui, il y a d'autres demandes sociétales et qui font que ce modèle explose un petit peu et qu'on a besoin effectivement d'une approche un peu plus systémique des systèmes de production. Mais Jean-François, tu nous disais tout à l'heure, et tu le sais sûrement mieux que moi, mais l'agriculteur
aussi, finalement. C'est pas simplement peut-être une pression de la société qu'il subit. Il y a une vraie demande de sa part. Il y a une fierté autour de son métier de participer à tous ces éléments de société, à tous ces services, à toutes ces fonctions. Et l'agriculteur, quand il se demande, quand il se questionne lui-même sur son système, sur ce qu'il a envie de faire, sur la manière dont il a envie de travailler, est-ce que l'agriculteur, il n'est pas devenu agronome aussi ? Ah si, aujourd'hui, je pense que il n'y a presque pas plus compliqué que le métier d'agriculteur. On gère plein de dimensions dans son exploitation. On doit s'intéresser à des processus assez fins, on doit être technique, savoir comment marche une pompe hydraulique, savoir régler un matériel, faire de la compta, s'intéresser... Enfin, ça demande un nombre de compétences qui est absolument incroyable. Donc, oui, ils sont fiers du métier, je pense, qui sont fiers du métier. Il y en a que tu rencontres qui sont fiers. Oui, heureusement. Il y en a plein qui sont fiers de leur métier, mais aujourd'hui, ils s'interrogent aussi par rapport à l'image que l'on a d'eux et de leur métier. Et ils sont très souvent, en fait, sur la défensive quand on arrive aujourd'hui chez eux. Et ils ont toujours l'impression, sans cesse, d'être jugés, et ils sont un peu finalement entre le marteau et l'enclume, parce que eux-mêmes tout seuls ne peuvent pas bouger sans un changement profond de la structuration, de l'agriculture et des systèmes alimentaires aussi. C'est en fait un verrouillage que l'on a, où il y a des positions dominantes et on ne peut pas faire bouger ces positions. Enfin, il est très difficile de faire... Si on bouge, il faut que tous les maillons bougent, sinon ce n'est pas possible. L'agriculteur est il est au milieu, et lui, finalement, son volant d'action, quand on regarde un petit peu ce qui lui est offert, il est limité. Et donc on essaye d'agir modestement dans ce périmètre-là. Mais il faut réfléchir aussi à des échelles plus larges que la simple production. Et même, les approches systémiques doivent être étendues au système agroalimentaire, parce que, effectivement, quand on voit comment les producteurs de céréales sont pris entre les injonctions d'un côté de la demande sociale et des politiques publiques, vers effectivement retrouver des semences paysannes, une diversité de céréales qui ont des qualités gustatives, etc. Et puis que les industriels, ils demandent un taux de gluten faramineux qui implique de mettre tout le nitrate possible dans les cultures. C'est impossible de gérer ces injonctions contradictoires. Donc il faut penser effectivement que le monde agricole est rentré, qu'on le veuille ou non, dans une relation très forte avec l'aval, et que si on n'agit pas sur l'aval, on ne peut pas demander, sans créer une culpabilité inutile et vaine, aux agriculteurs de transformer leurs pratiques. Tout à fait. Ne pollue pas l'eau, mais je veux du blé à 14% de protéines. Point. Voilà, et ils sont jugés uniquement sur les fameuses externalités négatives dont on parlait. C'est le principal cause de jugement. Les gens... Oui, après, l'emploi de pesticides, la perte de biodiversité, la santé, on met aussi beaucoup de mots sur l'agriculture et de fait, l'activité agricole et des systèmes aujourd'hui est en grande partie responsable d'une érosion de la diversité, d'une perte de fertilité, etc. Voilà, donc oui, ils sont montrés du doigt par rapport à ça, et ils cherchent, pour nombre d'entre eux aujourd'hui, à se sortir de cette image et à montrer qu'ils peuvent faire différemment, mais ça demande une réflexion bien plus profonde, et seuls, ils ne pourront jamais aller au bout de cette logique. Mais pardon. Juste là où cette mutation des pratiques et des représentations d'agriculture rencontre la recherche agronomique, c'est que on est finalement dans un moment où on est en train d'inverser le rapport entre le modèle dominant et les niches et les alternatives. C'est-à-dire que la demande sociale, elle commence à aller dans le sens d'une inversion qui ferait que ce qui était les niches, du bio, de la biodynamie, d'autres systèmes alternatifs de culture, deviennent la norme. Deviennent la norme pour fournir les rayons du supermarché, pour fournir les cantines, pour fournir la table domestique, et que ce qu'on savait faire dans un dualisme agronomique un peu cynique, c'est-à-dire
des recettes lambda pour le modèle industriel et puis du sur-mesure pour les productions de qualité, patrimonialisées, etc. Aujourd'hui, on est confronté au défi de faire de la haute qualité, du patrimonial, du singulier, du typique, du durable, de manière massive et de manière rentable par rapport à un marché où, par exemple, sur le marché du bio à l'échelle européenne, on sait que c'est une lutte à couteau tiré entre pays européens, sur la lutte sur les prix les plus bas, sur la production du lait bio, etc. Et donc, on est dans des difficultés qui font que la recherche agronomique, même avec les meilleures intentions du monde, ne peut pas s'en sortir toute seule, et où les politiques publiques sont un peu aux abonnés absents pour répondre aux demandes du monde agricole, à ce que la recherche voudrait bien produire, à ce que la société attend. Parce que finalement, s'il n'y a pas un cadre normatif qui construit cette transition vers une inversion du rapport entre les systèmes de production, eh bien, on n'aura que des frustrations et des incompréhensions entre les acteurs sociaux. Et donc finalement, on se retrouve dans une agriculture qu'on souhaite résolument moderne, mais qui doit cocher toutes les cases de l'environnement, du produit sain, de la filière inclusive, territoriale, avec tous les acteurs. Ça fait un sacré challenge pour l'agriculture, elle toute seule. Avant de passer à une autre rubrique, Jean-François, Pierre, vous êtes tous les deux chercheurs. Alors qu'on parle d'agronomie, d'agriculture, où il me semble qu'en France, on parle tout de suite d'ingénieurs agronomes, de fonctions techniques, de praticiens. Qu'est-ce qui fait que tous les deux, autour de ces thématiques, au-delà de l'histoire ou de l'agronome que tu es, Jean-François Vian, pourquoi avoir choisi la recherche, de côtoyer le monde académique, et qu'est-ce qui fait que vous avez choisi cette voie-là? Pourquoi vous n'êtes pas ingénieur agronome? Il y a un peu d'ingénieur agronome quand même. Aussi. Personne n'est parfait, Édouard. Je suis allé vers la recherche aussi pour... Finalement, je crois que le temps de la réflexion. Et de me poser sur un sujet et de l'explorer, de l'essorer. Alors, on n'essore jamais un sujet, voilà, mais d'aller en tout cas, de prendre le temps de la réflexion et de me poser, j'ai envie de dire, intellectuellement. Quand dans un métier peut-être d'ingénieur, on est vite pris par d'autres aspects et encore aujourd'hui, la recherche offre ce cadre de réflexion et une mise en perspective. Et je crois que c'est aussi pour ça que je suis allé vers la recherche au départ, par pure curiosité intellectuelle et aussi parce que j'ai toujours adoré les sols, je ne sais pas pourquoi, et que j'avais envie justement d'explorer le maximum de choses sur cet objet, sur ce bel écosystème. Et Pierre, du coup, finalement, on a plus de chercheurs en agronomie ou d'ingénieurs? Aujourd'hui, on a brouillé les cartes entre praticiens, chercheurs, ingénieurs. Je crois que c'est pour un peu de confusion, mais pour beaucoup de montée en qualité. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'on a besoin de systèmes apprenants. On a besoin de montée en qualité cognitive. Et on a besoin que ça soit le plus partagé possible. Ça ne sert à rien de produire une science de laboratoire avec des publications à haut facteur d'impact que personne ne lit si les systèmes agricoles se cassent la figure. Donc, le facteur d'impact, c'est ce qui définit le taux de lecture d'une publication scientifique les citations croisées des articles scientifiques qui font que le consensus des pairs fait que c'est une bonne publication. Oui, effectivement. C'est les jeux qui définissent nos carrières de chercheurs. Mais pour moi, la question se pose de manière inverse de celle d'un agronome. Un historien, par définition, n'a pas les deux pieds dans son présent. Il est dans son monde d'archives, de mémoire d'un passé plus ou moins lointain. Et moi, ce qui fait que je suis rentré en contact avec le monde de l'ingénierie, c'est la fascination pour les univers de la pratique, pour la circulation des savoirs et pour le fait que le présent a un formidable besoin d'éclairage des processus dans lesquels il est engagé. Et mon rôle d'historien, par exemple, au comité pour l'histoire de la recherche agronomique, au sein d'INRAE, c'est de dialoguer avec les praticiens de la recherche d'aujourd'hui, avec les gens qui se posent la question de la résilience des systèmes alimentaires mondiaux, en les aidant à comprendre ce qu'ils ont dans leur rétroviseur, d'où viennent les savoirs, d'où viennent les pratiques, d'où viennent les blocages aussi, des systèmes de décision, et comment on peut essayer, par une connaissance partagée, de trouver un chemin de transition collectif. Et là, on rejoint l'idée et l'intuition systémique qui a un demi-siècle maintenant. Merci à tous les deux. Du coup, maintenant, on va passer
à une autre rubrique, celle de la carte blanche. C'est-à-dire que tous les deux, vous êtes nos invités et on vous a demandé, ou on va vous demander, de nous discuter, de nous préparer, de nous montrer un petit peu un article scientifique, une communication, une présentation scientifique, tout ce que vous voulez, qui a retenu votre attention récemment. Et pourquoi ? Jean-François. Est-ce que tu veux commencer, Jean-François ? Eh bien, tu vas commencer. Oui, donc je n'ai pas le choix, donc je vais commencer. Oui, j'ai déniché un article écrit par des scientifiques, mais qui n'est pas sous la forme d'une publication scientifique avec tout son cadre. Voilà. C'est un article donc grand public qui est sorti sur un site qui s'appelle The Conversation. Je rappelle juste qu'on peut mettre, il y aura les descriptions, enfin dans la description de l'épisode, il y aura les sources et les liens vers ces articles. D'accord. Et donc, il est écrit par Michel Duru, Xavier Rebout, il y a M. Sartou aussi dedans, le quatrième, je l'ai oublié, pardon, et qui explique finalement, qui parle de la question de confiance. La confiance par rapport au système et aux normes qui sont édictées par ce système. Et là, donc, on revient... Ils prennent l'exemple de la dose journalière admissible de polluants, de ce genre de choses. Donc en fait, ils parlent de l'agriculture et de l'utilisation des pesticides et des normes qui sont sorties. Tout ça, ils présentent ça pour montrer que finalement, ces normes-là, elles n'entraînent pas forcément la confiance des consommateurs et de la société. Le consommateur ne croit pas spécialement dans la norme, c'est ça que tu... Non. Alors, en tout cas, c'est un peu leur chapeau introductif. Et ils en viennent petit à petit au programme, justement, pour limiter le recours aux intrants et aux pesticides dans le monde agricole. Parce que les DJA et les limites maximales de résidus ont été conçus pour doser la quantité maximale de pesticides que l'on pouvait appliquer sur des cultures. Et ils en viennent à des programmes qui permettent de réduire l'utilisation des phytosanitaires, des pesticides en France. D'ailleurs, ils décrivent pesticides, phytosanitaires et les différentes définitions et représentations que l'on peut avoir du coup derrière, c'est aussi intéressant. Et ils parlent du programme, bien sûr, Ecophyto, qui est un programme de réduction des intrants en agriculture, mis en place par le gouvernement. Et un des résultats de cette mise en place-là, c'est que les doses ont augmenté depuis quelques années. D'où on revient à la question de confiance. Et ils s'interrogent sur pourquoi, finalement, on en arrive là, et ils explorent aujourd'hui des voies que l'on mobilise aujourd'hui en agronomie des systèmes, et c'est pour ça que j'ai aussi choisi cet article, et qui fait une bonne synthèse, entre autres, sur quelques parties qu'on a discutées aujourd'hui ensemble. Et ils expliquent finalement les voies pour réduire les pesticides, et pourquoi ça n'a pas marché dans le plan Ecophyto. C'est ce qu'on disait, parce qu'on est sur des systèmes productifs très très performants, très techniques aujourd'hui, et que l'idée c'est de faire autant, plus, voire plus, avec un peu moins ou différemment. Donc pour ça, on met en place des voies d'efficience, c'est-à-dire qu'on cherche à augmenter l'efficacité et l'efficience d'utilisation des intrants, ou on discute substitution. J'utilise un pesticide de synthèse et je vais le remplacer par un lâcher d'auxiliaire, de coccinelle ou un biopesticide, dont l'effet à long terme aussi peut être questionné. Et ce qui est très intéressant dans cet article, c'est qu'ils arrivent à dire mais finalement c'est pas la bonne voie, ça ne marche pas. Donc il faut arriver sur une approche systémique et sur une approche aussi qui prend en compte l'environnement au sens large dans un territoire, de voir les aménagements paysagers, la taille des parcelles, la diversité des cultures, la façon de diversifier, de faire des associations de cultures, et pour justement, c'est-à-dire qu'ils expliquent qu'il va falloir mobiliser plein de voies, plein de leviers pour justement faire le pari d'une agriculture écologique, mais qui reste productive. Et ils expliquent très bien que c'est pas si simple que ça, parce que diversifier les cultures, ça veut dire avoir des débouchés qui soient rémunérateurs pour les productrices, les producteurs, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, et que donc c'est quand même le système alimentaire qu'il faut repenser
voire relocaliser si c'est possible au sein de certains territoires, et qu'on arrive sur une gestion de systèmes très complexes. Et ce qui est encore plus intéressant à la fin donc, de cet article grand public, c'est qu'ils arrivent sur une notion de bien commun, de gestion du bien commun au sein des territoires. Et tu as dit tout à l'heure, Pierre, qu'on arrivait sur des logiques d'exploitation individuelle, où on a des stratégies concurrentielles, et que si on veut aussi faire ça, il faudra peut-être repenser à la question d'assolement commun, de gestion en commun d'un paysage, dans différents territoires, pour justement arriver à réussir cette transition et avoir une agriculture qui soit, on l'espère, productive, certainement pas autant que l'on l'a aujourd'hui, mais qui soit aussi rémunératrice et qui apporte d'autres services, d'autres externalités positives, où aujourd'hui on dit de services écosystémiques rendus à l'ensemble de la population. Merci Jean-François, on a hâte de partager cet article et de partager ce partage que tu nous fais. Ça a l'air quand même plutôt intéressant et surtout compliqué, avec beaucoup de promesses à tenir, mais on est là pour les voir, ces promesses, et pour essayer de voir comment on peut avancer. Pierre, ton article, ta communication, qu'est-ce que tu voudrais nous partager ? Alors, je vais vous en parler dans un instant. Juste faire une remarque sur ton choix, Jean-François. Je crois que c'est intéressant dans notre dialogue que l'un des auteurs, Michel Duru, soit l'une des personnes que moi je suis allé interviewer sur son parcours de chercheur, parce que c'était un des pionniers à Toulouse dans les années 80 du dialogue entre agronomes de la prairie, écologues, pour essayer de comprendre comment on pouvait élargir le spectre de l'étude agronomique aux oiseaux, aux insectes, à la compréhension des lisières boisées, à une époque où faire ça à l'INRA, c'était de la provocation. Le terme d'écologie n'était pas en odeur de sainteté auprès de la direction générale de l'établissement. Et voilà, il y a effectivement des agronomes qui portent depuis longtemps ces intuitions-là et qui sont capables d'en parler avec un peu d'autorité aujourd'hui. On parle de l'époque des années 70. 80 là, pour Michel Duru et Toulouse, l'unité de recherche sur les systèmes agraires de Toulouse. Moi, j'ai choisi pour vous aujourd'hui un article de Villa Recherche, de la revue Nature Sciences Société. C'est un des tout derniers numéros, numéro 1, janvier-mars 2020. Un article de l'économiste... Que tu as avec toi, du coup. Oui, que j'ai amené avec moi. Un article de l'économiste Rémi Barré. Rémi Barré, c'est là aussi, depuis les années 80, un des pionniers de la réflexion critique sur les politiques de la recherche. Que veut dire faire de la recherche publique ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Pour qui ? Pourquoi ? Il a été un des compagnons de route de la réflexion sur la prospective des agronomes, et il a beaucoup apporté à, effectivement, une mise en perspective de comment on peut programmer et penser l'impact de la recherche sur l'évolution générale de la demande, des politiques publiques, etc. Et là, il fait un article qui est une synthèse de plusieurs événements de mise en débat de ce qu'on appelle la science ouverte, les sciences participatives. L'article s'appelle « Pour une recherche scientifique responsable ». Et Rémi Barré rend compte de toute une série d'événements depuis 2015, depuis la publication d'un manifeste qui s'appelle « Pour une recherche scientifique responsable », parce que c'est un mot nouveau, d'être responsable dans la recherche. Et il explique bien comment il y a tout un bouillon de culture, de réflexion qui fait se rencontrer des praticiens des biosciences, des praticiens de formes d'ingénierie de l'action, des philosophes, des sociologues, des historiens qui se posent la question de comment on peut ne pas se contenter de produire une recherche, une fois qu'on l'a publiée, de l'oublier, mais comment on peut effectivement essayer d'être responsable, se sentir suffisamment impliqué dans ce qu'on produit pour savoir tous les effets qu'aura la recherche produite, toute la manière dont ça sera mobilisé, détourné, instrumentalisé dans les rapports sociaux, économiques et politiques. Et l'article est vraiment intéressant parce qu'il montre qu'il y a un vrai débat collectif dans le monde de la recherche aujourd'hui, tous azimuts, toutes disciplines confondues, pour essayer de porter l'idée que le chercheur n'a pas simplement comme mission de produire de la connaissance spécialisée, il a pour mission de la faire partager, de la diffuser, de la mettre en débat et d'être vigilant sur les usages de la science. Et je crois que c'est une belle leçon. Et pour moi, qui viens des sciences humaines,
des gens comme Rémi Barré, des gens comme l'équipe qui a fondé Nature Sans Société dans les années 90, ça a été mon école sur les questions agronomiques, écologiques, environnementales, parce que voilà, un historien n'est pas formé à ces questions-là. Moi, ce qui m'a rendu capable de dialoguer avec des agronomes, des zootechniciens ou des écologues, c'est la fréquentation de ces espaces interdisciplinaires qui sont les espaces de l'intelligence partagée. Voilà, et je crois que j'y tiens beaucoup et c'est important de le dire. Et je suis très fier aujourd'hui d'être dans le comité de rédaction de cette revue. Voilà. Bien, merci Pierre. On peut pas dire que tous les deux vous ayez choisi des petits articles avec de petits messages, c'est chouette. Avant de finir, est-ce que tous les deux vous auriez juste quelque chose à dire sur l'agriculture et l'agronomie, si vous deviez parler à un étudiant ou à un jeune qui va se lancer dans ces thématiques-là, vous l'encouragez ou au contraire vous lui dites attention, il y a trop de boulot, il y a trop de choses à faire, on n'y arrivera pas? Moi, je vois des étudiants qui sont écartelés entre le désir de penser, de théoriser, de comprendre les problèmes globaux et l'envie de mettre la main à la pâte pour répondre aux enjeux, aux urgences du moment. Les étudiants que je fréquente dans le Master Développement Rural de Lyon 2, ils hésitent à se mettre en maraîchage ou à devenir des théoriciens dans une ONG. Voilà. Et je crois qu'on a besoin de recentrer le débat sur à quel niveau, avec quels outils, avec quelle formation on peut agir intelligemment, efficacement et en bonne coordination entre les acteurs. Et je crois qu'effectivement, une école comme l'ISARA, un organisme de recherche comme INRAE, des universités avec leur rôle dans la formation professionnalisante ou pas, ont besoin de se coordonner pour que la discussion sur l'agronomie ne soit pas un choc idéologique, ne soit pas des règlements de compte, mais soit vraiment une réflexion sur comment on peut continuer à penser des techniques, enfin le mot technique n'est pas un gros mot, intelligente, comment on peut mettre des savoirs fondés en scientificité dans des solutions intelligentes. Et ça, c'est un combat qui n'est pas gagné, qu'il faut mener tous les jours. Je vois qu'on a les mêmes étudiants aussi. Il y en a beaucoup qui voudraient s'installer en permaculture aujourd'hui. Moi, je les encouragerais en fait, parce que je trouve que c'est, enfin en tout cas pour le métier que je fais, c'est un métier formidable. Enfin, en tout cas que moi, qui me plaît beaucoup, parce qu'il a ce côté justement de réflexion que l'on doit avoir sur plein de dimensions en fait. Et on arrive sur la question de la gestion, j'en reviens encore à là, mais la question de gestion du bien commun ensemble. Et le bien commun, c'est compliqué, ça fait appel à des objets techniques, des objets historiques, sociaux, etc., qui sont passionnants aujourd'hui et qui, à mon avis, permettent de répondre à nombre d'enjeux aujourd'hui. Et tu parlais de mettre la main à la pâte, un agronome de temps en temps met la main à la pâte, mais a besoin aussi de temps de réflexion, justement pour savoir comment mettre la main à la pâte et faire sens. Voilà. Eh ben, merci à tous les deux, c'était vraiment un plaisir de vous recevoir dans La Charrue avant les bœufs. On espère que vous avez pris autant de plaisir que nous. C'était partagé, merci de l'invitation. Oui, merci beaucoup. La charrue avant les bœufs. Merci à tous d'avoir écouté ce premier épisode jusqu'au bout. On espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le diffuser autour de vous. Merci à l'ISARA d'avoir permis à ce podcast d'exister, de l'avoir rendu possible, et également merci à eux de nous permettre d'enregistrer dans leurs locaux. Et on se retrouve le mois prochain avec un épisode sur l'agriculture urbaine. Salut!